Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir Pierre Saner, donc, qui est le directeur de la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires, et qui était donc l'un des artisans de, on va dire, de la labellisation, je ne sais pas si on dit ça, par l'UNESCO. L'inscription, c'est plus français, l'inscription donc du repas gastronomique, c'est ça. C'est pas la cuisine, c'est le repas. Du repas gastronomique français à l'UNESCO. Et donc, on va l'écouter. Et je vais doublement m'excuser d'être arrivé un peu en retard et en plus de devoir partir en avance, puisque nous avons une autre obligation au syndicat d'agglomération de la Ville Nouvelle qui nous réclame. Voilà. Merci Frédéric. Alors, comme le veut la tradition, je vais faire une petite introduction thématique. Alors je voudrais juste peut-être quand même excuser Bernard Saint-Giron, parce que tu veux le faire ? Non, vas-y. Donc Bernard Saint-Giron, qui est le directeur du cluster, mais qui est, lui, pris par les Assises du tourisme, donc il est à Bercy. Donc voilà. Et puis il faut aussi excuser Cyril Évrard de Disney, qui lui aussi est pris par des obligations sur Paris et qui n'a matériellement pas le temps de revenir pour cette conférence, du moins pour son début. Donc, mais bon, heureusement que c'est enregistré, comme ça ils pourront regarder et entendre ce qui va se dire. Donc sur ce, moi je vous commence par une petite présentation donc, sur le thème de la gastronomie, atout de développement économique et touristique. Donc dans un monde hyper connecté, le touriste n'a pas besoin de voyager pour connaître et voir, il a besoin de voyager pour vivre et expérimenter. Cela suppose que l'offre touristique s'adapte. Il n'y a plus d'un côté le produit et de l'autre la qualité de l'accueil. Il y a désormais un environnement accueillant qui porte une forme de plus en plus complexe et dématérialisée. L'inscription du repas gastronomique des Français au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2010 relève de cette logique. Rappelons que ce repas comprend non pas la gastronomie en tant que telle, qui étymologiquement parlant est l'art de la bonne chère, mais sa scénographie, son rite et son rythme. Entrent alors en scène la structure du repas, les arts de la table, l'accord mets et vin, et bien autre chose encore que notre conférencier va nous expliquer. Cet ensemble fait de la gastronomie un patrimoine immatériel. En quoi la gastronomie peut-elle s'intéresser au tourisme ? À en croire le Global Report on Food Tourism de l'Organisation mondiale du tourisme, la gastronomie est largement mobilisée pour promouvoir les destinations et pour proposer des produits de niche. Une tendance plus récente insiste sur le rôle de la gastronomie dans le développement et l'aménagement des territoires. C'est dire si le lien entre gastronomie et touriste est vaste et surtout digne d'intérêt. Mais comment qualifier ce lien ? Difficilement si je me fie à la palette des termes utilisés. Tourisme gastronomique, tourisme culinaire, tourisme de goût, tourisme gourmand, tourisme alimentaire, tourisme viti et vinicole, tourisme de développement économique. Et si cette alliance entre gastronomie et tourisme n'était pas soluble dans un terme, mais plutôt dans des intentions et dans des pratiques ? Tentons alors une classification et posons que 3 dimensions peuvent être prises en considération. Le voyage en gastronomie, le voyage vers la gastronomie et la gastronomie levier de croissance. On parle de voyage vers la gastronomie lorsque priorité est donnée par le touriste à la table. La gastronomie se confond avec la cuisine élitiste. De nos jours, elle est réduite aux tables des grands restaurants tenus par des chefs étoilés et souvent médiatisés. Labellisée par les chefs, cette gastronomie se retrouve dans des trains, dans des bateaux de croisière de luxe, voire les classes affaires des avions. Mais n'oublions pas que cette sainte alliance attirait le tourisme au début du XXe siècle sous l'égide de l'industrie automobile et en particulier du Touring Club de France et de l'Automobile Club de France, accompagné bien sûr par les restaurateurs et les hôteliers. En 1923, dans son guide intitulé « Où déjeunons-nous ?», Gaston Déris écrit « Le voyage en France n'est pas seulement un pèlerinage à travers les musées, les palais, les châteaux, les cathédrales. C'est aussi pour tout homme de goût une exploration sans cesse renouvelée à travers les merveilles culinaires de notre pays. » Avec le voyage en gastronomie, la priorité est donnée par le touriste à l'expérience autour de la gastronomie. Il privilégie le lien social, la convivialité, les traditions, le socle culturel. Ce voyage en gastronomie offre une palette variée d'expériences. Il y a d'abord l'expérience vécue au-delà de la table, grâce à des stages de cuisine, des rencontres avec les chefs, les démonstrations culinaires, des visites de marché, de caves, de vignobles. Il s'agit de suivre l'aliment, de son achat à sa transformation. Il s'agit aussi de saisir la subtilité de l'assemblage des produits et des saveurs. Il s'agit enfin de comprendre qu'un terroir se raconte par ses produits et se valorise par ses producteurs, par ses éleveurs,
éleveurs et cultivateurs. Il y a ensuite l'expérience événementielle organisée autour de la gastronomie. Expositions, salons professionnels, festivals de gastronomie, fêtes locales, voire concours médiatisés de chefs. Ici, la gastronomie est associée à des pratiques festives et touche un plus large public. Peu importe d'ailleurs, car comme le soulignait Huxley, l'expérience, ce n'est pas ce qui arrive à quelqu'un, c'est ce que quelqu'un fait de ce qui lui arrive. Enfin, si on parvient à dépasser le stade de la gastronomie consommée pour elle-même et la gastronomie comme expérience, on peut tenter la gastronomie comme levier de croissance. Dans cette optique, la gastronomie devient un socle économique pour un territoire et contribue à asseoir l'activité des acteurs par la gastronomie. Quelques exemples suffiront à illustrer cette évolution, encore trop récente pour l'avoir été théorisée. On lit long, mais Paul Bocuse en avant pour promouvoir la destination sur le segment des congrès et des événements, comme ici. La gastronomie est au service de l'attractivité d'une destination. Le terroir se met en tourisme. Après le no-tourisme, nous voyons émerger, entre autres, l'oléotourisme autour des huiles d'olive pour attirer un public de connaisseurs et l'inviter à découvrir les lieux. Ici, le terroir et ses produits servent d'attracteurs touristiques. De nouvelles opportunités de marché s'ouvrent pour des acteurs, en particulier pour des agences de voyage ou des réceptifs spécialisés sur le segment du tourisme des sens, des saveurs et des paysages. Il y a aussi les projets de territoire et en particulier de cités de la gastronomie destinés à générer et développer un écosystème local. La France a la chance de pouvoir jouer sur plusieurs niveaux. La gastronomie élitiste en tant que faire-valoir à l'international. La gastronomie du terroir comme faire-valoir des produits locaux. Et depuis peu, la gastronomie comme levier de croissance. Au final, peu importe le terme employé pour qualifier le lien tourisme et gastronomie, pourvu que le territoire récolte des recettes, mais des recettes pécuniaires, bien entendu, et des retombées touristiques. Merci. Donc maintenant, je vais vous laisser la parole. Et donc... Voilà. Merci, bonsoir. Donc honte à ceux qui ne sont pas là et félicitations à tous ceux qui nous font l'amitié d'être là ce soir. Et je vous félicite de cela. Non, plus sérieusement. Merci beaucoup pour cette introduction, cet exposé qui cadre parfaitement les enjeux de ce dont on va parler. Et peut-être plus qu'un exposé... une sorte de monocorde, je vous proposerai peut-être, et vraiment n'hésitez pas au cours de ma présentation, éventuellement d'interpeller, de poser des questions et d'être plutôt sur le mode de la conversation, qui, vous le verrez, est un des éléments de ce qui qualifie le repas gastronomique des Français. Je vais, si on est d'accord, parler un petit peu de ce qu'est la gastronomie, de préciser que ce n'est pas effectivement la gastronomie qui a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, mais bien le repas gastronomique. Quelle a été la démarche? Retour un peu sur une genèse de cette démarche, le succès, le pourquoi, et quels sont les enjeux de cette inscription, puisque l'amour de l'art pour l'art, quand même style serait culinaire, n'est pas suffisant. Et vous verrez que derrière la candidature, il y avait véritablement la volonté de mettre en place ce qu'on a appelé un plan de gestion ou des mesures de sauvegarde. Vous m'excuserez pour le vocabulaire très UNESCO, parfois un petit peu abscon, mais on ne parlera pas de cuisinier, mais de praticien par exemple. Et effectivement, il y a toute une série de vocables de la sorte que je serais amené à développer, notamment sauvegarde, qui passe sans poser quelques problèmes parce que ça veut dire qu'on est en péril. Et là aussi, c'est un sujet qui pourrait être abordé sur notre élément de culturel, enfin de notre culture, notre patrimoine, qui est ce goût pour le bien manger et le bien boire. Est-il en péril ou pas? Voyons voir un peu quels sont les pays aussi émergents et comment la France peut se positionner et peut, comme cela a été très clairement expliqué par Nathalie Fabry précédemment, se transformer cet atout et en faire un véritable levier de développement économique, mais je n'oublie pas non plus culturel et évidemment social. Donc j'ai commencé, vous le voyez, avec mais je pense que vous le connaissez tous, cet album d'Astérix, pour dire que, avant tout, la gastronomie française, c'est une passion. C'est une passion française
qui a une histoire, qui a ses modernes, qui a ses contemporains, qui a ses anciens, un peu comme l'histoire de l'art. Donc à la fois une identité, une passion. On connaît tous aussi, et vous avez peut-être expérimenté les repas du dimanche qui n'en finissent pas quand on est jeune et qui après tout, par la suite, commencent à être un peu plus agréables. Mais aussi, c'est aussi ce qui avait un peu esquissé ce moment du repas dominical qui est parfois un peu long quand on est jeune, est aussi à un moment donné un passage de rite et une transmission où à un moment donné il y a la table pour les enfants et puis arrive un jour au moment de l'adolescence où on est accueilli dans cette table plutôt avec les adultes et on peut en retirer comme une sorte de passage rituel qui peut être assez important. Le clin d'œil fait au Tour de Gaulle d'Astérix, il est pas uniquement pour montrer que l'art populaire de la bande dessinée se marie aussi avec un art populaire de la gastronomie, il est aussi pour faire un petit clin d'œil sur le dossier UNESCO en tant que tel. J'y reviendrai, mais je le dis tout de suite. Il était relativement encadré, même extraordinairement encadré. Certaines des questions ne devaient pas dépasser 250 mots, d'autres 500, d'autres 100 mots. Donc expliquer l'attachement des Français à cet élément de leur culture, de la patrimoine en 250 mots, l'esprit de synthèse, vous le savez, n'est pas toujours partagé équitablement et c'est parfois un petit peu difficile. Et par ailleurs, nous étions autorisés à présenter 3 ouvrages pour illustrer le propos et motiver le dossier de candidature sur le repas gastronomique des Français. Parmi ces 3 ouvrages, un ouvrage universitaire sur les mœurs à table du XVIIe à aujourd'hui, le dictionnaire Larousse, qui est une sorte de bible de la gastronomie française, si je puis dire, illustré, magnifique, et qui est chaque année adapté, actualisé, et puis évidemment donc le Tour de Gaulle d'Astérix qui présente plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'il y a effectivement ce banquet, c'est que ça parle à tout le monde, ça parle aux Français. C'est une façon aussi un petit peu ironique de rigoler de soi sur cet esprit un peu gaulois, puisque la candidature n'avait pas été sans soulever quelques rires et quelques sarcasmes de la part soit de pays étrangers, soit même parfois en France. Et donc de dire, voilà, on arrive aussi à rire de ça. Et enfin, dernier élément, je crois que c'est la bande dessinée la plus traduite dans le monde, dans le plus grand nombre de langues possible. Or, vous le savez, l'UNESCO, c'est cette agence onusienne en charge des sciences, de l'éducation et de la culture. Et donc je pense que ça a contribué à faire passer un message non pas d'élitisme, non pas de toc étoilé, mais un message aussi populaire, de pratique, largement partagé dans toutes les couches sociales. Deux chiffres, j'en ai 3, j'en ai indiqué 2 sur cette diapositive. Alors, pardonnez-moi, c'est vrai que 99%, ça fait un petit peu score nord-coréen de réélection. Il se trouve que le Crédoc, en l'occurrence, lorsqu'on l'a demandé, c'était 98,7%. Des Français qui estimaient que oui, il était important de préserver et de transmettre aux générations futures les traditions gastronomiques des Français. Alors, c'est important parce que dans cette démarche en direction du patrimoine culturel immatériel, il ne s'agissait pas de faire de la preuve de l'attachement. Ça limite les membres du jury qui ont auditionné notre dossier ne devaient pas faire ça, mais on devait leur montrer que c'était un élément dont les Français s'appropriaient et qu'eux estimaient que ça faisait partie de leur culture. Donc ce chiffre est assez éloquent et nous a aidés à construire un dossier. Ça c'est plus récent et contrairement à ce qui est écrit, parce que je me suis trompé, c'est pas l'INSEE mais c'est Harris et je trouve que c'est intéressant comme information. La première source de bonheur ou source de joie citée par les Français lorsqu'on les interroge, c'est de partager un bon repas, partager un repas entre amis, entre collègues, en famille. Ça vient avant la musique. Avant de regarder la télé, ce qui est heureux, parce que des fois les deux se font ensemble, mais à mon sens c'est pas toujours compatible. Donc voilà, autre élément qui atteste en tout cas de cette appropriation forte, culturelle et quasi identitaire.
Enfin, là aussi, et ça rejoint probablement plus vos préoccupations du moment et à venir, je n'en doute pas, la gastronomie est aussi le principal attrait touristique de la France, du moins c'est le point de vue de 72% des Français. Ça, c'est un sondage qui date le TNS Sofres de 2010, et ça vient avant la découverte des paysages, qui est pour 65, qui arrive en deuxième position avec 65%, ou même avant les musées et les éléments du patrimoine, monuments, châteaux et autres cathédrales, qui là aussi sont des emblèmes identitaires de la France et de sa reconnaissance, la plupart du temps aussi auprès de l'UNESCO, mais sur un autre thème qui est le thème du patrimoine mondial. Donc là, je suis allé un petit peu vite et j'ai déjà entamé sur ma deuxième diapositive la genèse d'une candidature. Tout ça est assez récent et là aussi ça a été évoqué dans l'introduction précédemment, cette notion d'immatérialité et on verra en quoi manger peut être immatériel, ça peut paraître un peu paradoxal, mais au fond je pense qu'en français on apprécie aussi ce type de paradoxe et vous verrez que, et vous l'avez probablement déjà compris, que ce n'est pas si surprenant que cela. La convention dite de 2003, c'est une convention sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. En France, très longtemps, on a appelé ce patrimoine culturel immatériel PCI, enfin qu'on appelle dans le jargon UNESCO PCI, c'était plutôt le patrimoine vivant. Ce sont les danses, les chants, certaines langues, ce qui revient d'ailleurs d'actualité auprès de l'Assemblée nationale en se demandant est-ce que l'on va légiférer sur les langues régionales. Ça fait partie de ce patrimoine immatériel et je vous donnerai la définition très, très précise. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est très récent, ça date de 2003, ça a été ratifié par la France en 2006, et c'est au moment de la ratification que un certain nombre de personnes, universitaires, mais aussi chefs cuisiniers, mais aussi hommes politiques et autres personnes qui avaient un bon coup de fourchette, ont souhaité s'emparer de cette convention du patrimoine culturel immatériel pour lancer une candidature afin de faire inscrire, à l'époque c'était un élément de notre patrimoine gastronomique. Puisque là aussi ça a été soulevé, est-ce que c'était la cuisine ? Qu'est-ce que c'est que la cuisine ? Est-ce que c'est la cuisine française ? La cuisine, c'est à la fois un espace, c'est localisé, c'est un territoire très, très défini et physique, c'est là où on prépare à manger, et puis c'est aussi l'ensemble de recettes, de traditions. Donc est-ce que c'était la cuisine ? Est-ce que c'était les traditions culinaires ? Est-ce que c'était les arts culinaires ? Bref, on a réfléchi autant que faire se peut, et dans un dialogue, un aller-retour avec les responsables du patrimoine culturel immatériel, nous sommes arrivés à proposer un dossier sur le thème que vous connaissez, sur lequel je reviendrai. Il faut juste un élément de géopolitique aussi, et toutes les difficultés de faire le lien par la suite entre une inscription et la labellisation, puisque la question avait été posée, est-ce que c'est une labellisation ? L'UNESCO a un petit peu de difficulté avec le terme, et notamment tout ce qui pourrait être par la suite exploitation un peu mercantile, pas un peu mercantile, exploitation mercantile d'une inscription. Autant avec le patrimoine mondial, et pardon de vous assommer avec des conventions, mais la convention là, de 1972 qui a permis l'inscription, vous le savez, du Haut-Königsbourg, de Saint-Michel, des rives de la Loire, des rives de la Seine, de Albi, centre-ville d'Albi récemment, et tous les grands monuments que l'on connaît. Il n'y a aucun problème pour le labelliser, avoir donc un emblème, et même c'est un argument, je dirais, de vente en direction des tour opérateurs, et chacun entame une campagne pour faire inscrire tel ou tel monument en disant ce sera entre 25 et 30% de fréquentation supplémentaire au lendemain de l'inscription. Avec le patrimoine culturel immatériel, les choses sont beaucoup plus délicates. Alors, est-ce que c'est un jeu, certains diront un peu hypocrite ? Je vous laisserai juge et ça pourra faire l'objet de discussions dans le débat par la suite. Autre élément qui relève, lui, plus d'un peu de la géopolitique, le monde était ainsi réparti, en tout cas la répartition des éléments du patrimoine dit mondial, donc de ces monuments, par la force des choses, sont plutôt dans la partie nord de notre planète, et plus États-Unis, Canada, Europe, évidemment très fortement représentés, une petite partie de l'Asie, et puis en revanche, Afrique, Amérique latine et pays dits émergents, rien du tout. Donc pour pouvoir aussi un peu équilibrer,
cette répartition du patrimoine dans le monde, il a été fait appel à ce patrimoine immatériel, donc patrimoine vivant, encore une fois, danse, langue, festivités et rituels divers. Je vais vous donner d'ailleurs la définition telle qu'elle est, ça vous permet de vous familiariser avec ce que je disais être le jargon abscon du patrimoine culturel immatériel et de l'UNESCO en particulier. On dit, voilà, on entend par patrimoine culturel immatériel les pratiques, les représentations, les expressions, connaissances et savoir-faire. Alors là, c'est ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés. Je vous épargne cette partie-là. Ce qui est important, c'est surtout, on entend ce que les communautés, les groupes et le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. C'est-à-dire que ce sont les individus, les groupes qui eux-mêmes décident, ça c'est un élément de notre culture et notre patrimoine. Ça nous appartient. Et donc c'est ce qu'ils appellent le bottom-up, c'est donc de bas vers le haut, et non pas une désignation de ce qui était le meilleur. Le Mont-Saint-Michel est désigné et appartient au monde entier parce qu'il a été désigné par des experts comme étant un élément de la beauté, de la création universelle et un élément de l'excellence de l'humanité. Ça doit être partagé avec tous. Là, ce sont des communautés qui disent ça nous appartient, et cette culture du repas pour les Français est un élément de notre patrimoine. Donc l'importance de la communauté. Deuxième point, ce patrimoine, il est transmis de génération en génération. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il pouvait être vivant, c'est un patrimoine vivant. Il est transmis de génération en génération, il est recréé en permanence par les communautés, et donc déjà là on mettait un frein à toutes les accusations de muséification éventuelle ou d'une patrimonialisation figée du repas gastronomique ou de la gastronomie française, puisque non seulement il est transmis, mais en plus il est recréé. Donc on fait appel à l'innovation en fonction des milieux, de l'interaction avec la nature, de l'histoire, et enfin il procure un sentiment d'identité extrêmement fort. Ce patrimoine, il s'exprime à travers les traditions et les expressions orales, comme la langue, ce que je vous disais tout à l'heure. Il peut s'exprimer à travers les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances, les pratiques concernant la nature et l'univers, et les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Donc on va prendre des exemples. On va se dire maintenant, puisqu'on parle de gastronomie ou de repas gastronomiques des Français, est-ce que les communautés estiment que c'est un élément de leur patrimoine? En France, oui. Est-ce que c'est transmis de génération en génération? Oui. Est-ce que c'est recréé en permanence? On n'a pas affaire à un art figé, mais qui est bien le fruit de différentes influences et qui est extrêmement mouvant et qui se reconstruit. Donc c'est à partir de là que le dossier a été monté pour proposer. On nous avait dit la gastronomie c'est trop vaste, et finalement ça rejoint un peu ce que vous disiez en introduction. Oui, c'est très vaste. La gastronomie c'est cet art du bien manger et du bien boire, et ça couvre dans le vocable du ministère de l'Agriculture, on dit de la fourche à la fourchette, et effectivement c'est extrêmement vaste. Le repas gastronomique des Français, lui en fait est ce moment festif où une communauté se retrouve pour célébrer un moment heureux de la vie, qui peut être la réussite d'un examen, qui peut être une retrouvaille, qui peut être un anniversaire, un mariage, un baptême, etc. Enfin, tous ces moments qui rythment la vie des individus et pour lesquels on a plutôt envie de se retrouver, nous en France, autour d'une bonne table. Alors entendons-nous aussi, évidemment, il n'y a pas de l'exclusive sur cette démarche. Évidemment qu'on mange très bien en Italie, en Espagne, en Chine, au Pérou. La question était de savoir est-ce que ces autres communautés peuvent s'approprier leur propre tradition culinaire pour en faire un élément important, essentiel de leur identité dite nationale. Alors, il se trouve que oui, le 19 novembre ou 16 novembre, l'UNESCO inscrit et c'est la première fois quand même, c'est important quand même, c'est quand même la première fois qu'une tradition culinaire rejoint quand même un peu ce panthéon des plus belles créations de l'humanité. Et elle rejoint donc le repas gastronomique des Français, et puis aussi la diète méditerranéenne, qui réunissait plusieurs pays, Maroc, Italie, Espagne,
Maroc, Italie, Espagne et Grèce, bien sûr, et également la cuisine mexicaine, qui avait fait une démarche dans ce sens. Et il faut savoir que, pas plus tard que le 5 décembre dernier, d'autres éléments comme ça du patrimoine qu'on va appeler gastronomique mondial ont été inscrits, ont rejoint cette liste avec le repas de fête japonais, qui s'appelle le washoku pour les experts, d'une part, et également les méthodes de vinification géorgienne assez particulières qui ont été inscrites, et puisqu'un repas peut se terminer aussi par un café avant le digestif, le café turc a été reconnu comme un élément du patrimoine culturel immatériel de ces communautés spécifiques, et donc à ce titre doit être sauvegardé. Ça c'est juste là aussi par souci on avait demandé à un certain nombre d'illustrateurs, et en l'occurrence là c'est une illustratrice qui avait accepté. C'est quelqu'un qui a travaillé assez souvent avec des gens que vous connaissez peut-être, en tout cas un mouvement qui s'appelle le Fooding, et qui édite un guide chaque année, et donc qui était une façon un peu là aussi de faire un petit trait d'ironie sur le repas gastronomique qui parfois peut être astronomique si on en juge par les notes qui sont laissées chez les chefs étoilés. Le repas gastronomique et par la suite, après je vous dirai essentiellement sur les mesures de sauvegarde, ce qui est important. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été retenus, c'est donc effectivement les rites, ça a été évoqué, les connaissances, les savoir-faire, donc les savoir-faire qui sont liés à la préparation, c'est la recherche des bons produits. À un moment donné, pour fêter, à la différence du repas quotidien, on fait attention, on va plutôt prendre des produits de qualité, ou en tout cas leur approprier une valeur culturelle spécifique. C'est pas forcément que qu'il s'agisse du caviar ou du foie gras à tout prix. On avait fait une enquête aussi d'ordre plus qualitative auprès d'un certain nombre de personnes à Lyon, justement, aux alentours de Lyon, et une des personnes nous disait que l'exemple typique de son repas gastronomique pour elle, c'était l'attention qu'elle pouvait mettre, et peu importe la qualité des produits, mais c'était juste le temps qu'elle y mettait, et que faire des pâtes à l'ail, elle préférait de l'ail un peu frais, et qu'elle le coupait très très finement en prenant du temps. Les savoir-faire donc culinaires, la référence à un corpus de recettes, donc c'est la façon dont tout a été inscrit, codifié, et puis évolue l'esthétique de la table, de la simple nappe aux choses un peu plus travaillées que l'on peut voir, et qui fort heureusement ont aussi tendance à se moderniser et à évoluer avec les goûts des uns et des autres. Je ne suis pas en train de vous faire une liste de la Baronne Staff, je ne sais pas si vous connaissez la Baronne Staff, mais elle a fait toute la codification de tout ce qui est l'étiquette des relations que l'on peut avoir, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut envoyer comme mot à un baptême en réponse, comment on reçoit, quelles sont les distances qu'il doit y avoir entre chaque convive à une table. Donc les choses effectivement évoluent à Baronne Staff, c'est début du 19e, les choses ont un peu changé. La succession des plats et des services, ça en revanche c'est vrai que l'une des spécificités du repas gastronomique des Français, c'est la structuration, et on le voit encore aujourd'hui, ça a aussi des incidences sur la santé d'un certain nombre de personnes, et si en France on semble mieux résister que dans d'autres pays au taux d'obésité ou en tout cas de surpoids, c'est parce que les repas sont autant que faire se peut structurés. Et je vous l'ai dit, la conversation, un élément extrêmement important, vous avez peut-être déjà fait la remarque aussi, c'est quelque chose qui frappe toujours nombre d'étrangers qui viennent visiter la France, sont toujours assez, sans mauvais jeu de mots, estomaqués de voir la capacité que l'on a à non seulement prendre du temps à table, on fait partie des peuples qui passent le plus de temps à table, mais aussi dans la façon incessante dont on parle de ce qu'on a préparé, dont on parle de ce qu'on mange aussi à table. Et c'est donc cet art de la conversation, et ça va pour les plats comme pour les vins, évidemment. Et sur les vins, un élément extrêmement important. Et là, pour le coup, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il nous distingue des autres traditions et des autres appropriations identitaires culinaires. C'est cet accord, ce mariage des mets et des vins.
et comment une histoire, un vocabulaire, une attention, quasiment presque une sorte de science se développe d'aménagement de tel plat avec tel type de vin. Mais là, je ne veux pas empiéter sur un sujet qui tient à cœur à mon président Jean-Robert Pitt, ancien président de la Sorbonne, président de l'Académie du vin de France, et qui viendra, je crois, dans 3 semaines ou 4 semaines, faire une intervention sur le vin et le tourisme, et qui ne manquera pas de parler de cette spécificité de l'accord des mets et des vins. Voilà donc ce qu'est la gastronomie. Je pourrais aussi vous donner la définition de Brillat-Savarin, que vous connaissez tous, ce personnage du XIXe siècle qui, d'une certaine manière, a probablement donné la définition de la gastronomie qu'on retrouve encore aujourd'hui, et qui lui avait le souci, l'ambition de faire entrer la gastronomie parmi le monde des sciences. Il dit ça en 1826 de mémoire, et vous verrez finalement qu'il a fallu plus de 150 ans pour que parmi les sciences soient reconnues, et c'est pas encore tout à fait le cas, les sciences dites gastronomiques. Donc pour Brillat-Savarin, la gastronomie, c'est la définition la plus admise. La gastronomie est la connaissance raisonnée. Donc c'est vraiment une volonté de mettre dans le niveau des sciences, et notamment la sociologie. La gastronomie est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Et on oublie, après la fin, généralement, c'est elle, à vrai dire, qui fait mouvoir les cultivateurs, les vignerons, les pêcheurs, les chasseurs et la nombreuse famille des cuisiniers. Donc après, c'est un peu un hymne comme ça à l'ensemble de ceux qui, au quotidien, nous permettent, ou en tout cas nous encouragent à bien manger. Si on a pu définir donc ce qu'est la gastronomie, au sein de la gastronomie, le repas gastronomique qui l'illustre, on espère, de la plus belle des façons, cette démarche avait plusieurs objectifs. Un, de pouvoir, on l'a fait parce qu'on avait la possibilité de le faire, la convention existait, d'une part. D'autre part, il nous semblait que, notamment en direction des responsables du monde de la culture, la gastronomie a toujours eu beaucoup de difficultés à rentrer et à être admise comme un élément de la culture. Et pourquoi? Vraisemblablement parce que c'est une culture populaire qui, contrairement, ça a été développé par d'autres, notamment le philosophe Michel Onfray, contrairement aux autres arts qui mettent à distance, soit par la vue, je pense aux Beaux-Arts, soit par l'ouïe pour la musique, les arts plastiques, ou l'ouïe pour la musique. La gastronomie, elle, on ingère. On mange, on touche, on goûte, on sent, et puis on digère aussi, ce qui est évidemment pas toujours les choses les plus ragoûtantes, et qui donc, dans cette perception très, très beaux-arts que l'on a de la culture, elle pouvait pas faire son entrée. Et il nous a semblé que si c'était validé par la plus grande instance internationale, en l'occurrence l'UNESCO, on pouvait marquer des points, et c'était une victoire importante, et en plus la présence d'une culture populaire. L'autre, c'est de se dire, c'est pas uniquement la médaille au revers de notre veste que nous cherchons, mais bien la mise en place d'une politique publique en faveur du développement et de la reconnaissance de ce patrimoine gastronomique. Il a pris 4 axes principaux. C'est aussi lié évidemment à l'UNESCO, je vous l'ai dit, sciences et culture, éducation. Donc c'est renforcer la transmission, donc ça c'est en direction de l'éducation. Favoriser la possibilité d'avoir non seulement les cours de cuisine, mais aussi la possibilité de partager les repas à l'école. On sait aussi que la confrontation dès le plus jeune âge à la fois de pratiques, de gestes, outre l'estime de soi que ça peut procurer en direction de certains enfants qui sont peut-être moins doués pour les mathématiques et la gymnastique intellectuelle, sont peut-être plus à l'aise avec les pratiques manuelles. C'est une occasion de montrer que ça a toute sa reconnaissance et qu'on peut le faire aussi. Et quelle meilleure façon aussi d'appréhender l'autre ou l'altérité que de connaître un peu ses origines culinaires, savoir ce qu'il apprécie manger. Et puis au-delà de ça, je pense que c'est un enrichissement aussi en termes de vocabulaire, c'est un enrichissement en termes de connaissance d'origine des produits, en le disant parfois en plaisantant, mais c'est vrai, le cassoulet n'aurait jamais existé sans la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Avant, le cassoulet n'existait
n'existait pas et le haricot n'était pas tout simplement en Europe. Donc on peut aussi lier l'enseignement comme ça de l'histoire, et là en l'occurrence l'histoire des grandes découvertes, avec un apprentissage plus immédiat de l'éducation au goût. Développer la documentation, la recherche, là aussi c'est des travaux que l'on a mis en place. Créer des outils d'information, et vous verrez que c'est ce dont a été un tout petit peu évoqué, cette histoire de cité de la gastronomie, et je vais vous dire d'où ça vient, et renforcer des éléments de coopération internationale. Et ce dernier point, renforcer les éléments de coopération internationale, il y a la possibilité, mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, de créer une chaire. Il y a une chaire UNESCO qui a été créée pour valoriser les patrimoines culturels alimentaires dans le monde. Les principes des chaires, c'est véritablement de créer des réseaux et de renforcer les échanges, là en l'occurrence nord-sud, de connaissances et de pratiques sur le sujet, mais c'est moins dans notre thématique immédiate. En revanche, créer des outils et mettre en place des infrastructures de sensibilisation de l'information était un des points sur lesquels on s'est battu, je pense, avec un certain succès, parfois en ne rencontrant que sarcasme et ironie. Il faut dire que nous avions essayé d'avoir un peu de sens de la formule pour faire avancer ce projet, et ni plus ni moins, nous souhaitions créer un Beaubourg de la cuisine. Alors vous voyez que là c'est le slogan qui prend le pas sur la rigueur scientifique, puisqu'on a dit que c'était pas la cuisine, c'était ça, et que le Beaubourg s'appelle pas Beaubourg mais le Centre national des arts et de la culture Centre Pompidou, mais ça parlait un petit peu à tout le monde, c'est-à-dire un centre pluridisciplinaire dédié aux cultures culinaires. Ça, c'est pas une idée, et là-dessus, je pense qu'il faut toujours beaucoup d'humilité, se rappeler et remonter en arrière. Il y a principalement un ministre de la Culture, je vous disais tout à l'heure, la rue de Valois, vous savez, c'est le siège, enfin, le ministère de la Culture, n'a jamais accueilli avec beaucoup d'enthousiasme la gastronomie en tant que telle, à l'exception d'un ministre, et je parlerai de lui sur un autre sujet après, qui est Jack Lang, dont certains pensent qu'il est toujours ministre de la Culture d'ailleurs, enfin, en tout cas, lui ne fait rien contre. Et à part qu'il a bien sûr d'autres activités, il avait commandé un rapport justement sur les arts culinaires. Ce rapport qui date d'avril 84, il l'avait commandé il l'avait commandé avec Henri Nallet, alors ministre de l'Agriculture. Et donc les deux déjà fonctionnaient ensemble, agriculture et culture, sur cette notion de valorisation du patrimoine alimentaire et des arts culinaires. Et l'une des principales idées qui avait été développée par le rapporteur Jean Ferniaud est de dire il faut qu'on fasse justement un Beaubourg de la cuisine. Et lui avait dit Beaubourg parce qu'il avait dit il faudrait que ce soit plus près du Centre Pompidou pluridisciplinaire et dynamique et effervescent que du Muséum d'histoire naturelle qui à l'époque était un peu poussiéreux. Les choses ont changé pour le Muséum d'histoire naturelle et elles se sont développées pour le Centre Pompidou. Donc nous avons repris cette idée. Elle est au fond assez simple. C'est un lieu plus près du marché. Et vous savez aussi que le marché dit à la française est probablement un élément qu'on pourrait aussi inscrire au patrimoine culturel immatériel parce qu'on le retrouve partout, qu'il a un élément identitaire extrêmement fort, que c'est un argument dans la querelle qui vous intéresse, j'en suis sûr, entre le Paris ou Londres a-t-elle la première place en matière de nombre de visiteurs touristes par an. Il semblerait que Londres sont en train de prendre les devants. Bon, attendons les chiffres, et c'est pas du tout certain. Et là, les arguments de la mobilisation aussi en faveur de Paris est de dire que depuis New York, qui est aussi cité comme une ville dynamique et qui a beaucoup réformé son accueil des touristes, New York vient s'inspirer des marchés parisiens pour les créer également chez eux et dans les différents lieux de l'île de Manhattan. Pour l'avoir visité, c'est absolument vrai, et c'est d'ailleurs labellisé, là pour le coup, comme une marque, marché parisien. Et c'est effectivement la new-yorkaise. Donc ce sens de l'innovation, il est effectivement toujours là. Les cités de la gastronomie...
Au départ, on avait lancé un appel pour que des villes fassent des propositions et s'emparent de ce projet. Donc, je parlais du marché parce qu'en fond, pour certains d'entre vous qui sont peut-être allés soit à Barcelone, ce fameux marché de la Boqueria, soit au marché San Miguel à Madrid. Donc c'est vrai que c'est une pratique qu'on voit souvent dans les pays du Sud. Ce sont des lieux d'une extrême effervescence, des lieux de transmission, d'éducation, dans le sens où il y a des démonstrations, des présentations de tous les produits, et ce sont des lieux effectivement qui sont visités. Alors, où les Madrilènes ou les Barcelonais viennent acheter leurs produits et parfois grignoter un petit truc sur un coin de table, comme ça se fait souvent, et qui est aussi maintenant le fruit de visites touristiques très ciblés, et sans tomber dans la folklorisation, sont des lieux où c'est la même chose effectivement aussi dans le marché central par exemple de Florence, où non seulement on peut effectivement acheter, apprendre à cuisiner, voir un certain nombre de démonstrations. Nous souhaiterions, dans les styles de la gastronomie, qu'il y ait aussi des lieux de type atelier des enfants, à l'instar de ce qu'on peut trouver au Centre Pompidou pour le design, l'architecture, les beaux-arts et la photographie, d'avoir des ateliers pour enfants dans lesquels, en plus, ça permettrait aux parents d'aller se promener tranquillement et d'avoir des espaces comme ça de transmission. C'est aussi un centre ça va être aussi des centres de recherche, d'accessibilité à la connaissance multiple et de plus en plus importante. Donc c'est vraiment des lieux d'effervescence dédiés aux cultures culinaires, et pas uniquement françaises. Vous verrez effectivement l'implantation territoriale forte fait qu'inexorablement la volonté d'avoir des terroirs qui lyonnais, qui dijonnais, qui parisien, oui, il y a aussi un terroir parisien, francilien, sera peut-être plus mise en avant. Et pourtant, on aura cette exigence dans la charte de présentation qu'on puisse y trouver une sorte de halle des trésors gastronomiques où on pourra tout trouver. Vous imaginez bien l'intérêt aussi en termes de tourisme et de tour opérateurs qui peuvent voyager et qui, s'ils se rendent à Lyon, auront la possibilité d'avoir une visibilité de tout, ou en tout cas une possibilité de déguster tout ce qui se fait de mieux sur l'ensemble du territoire à la fois métropolitain mais aussi ultramarin français, tant en termes de produits que de bruts que de produits aussi transformés. Donc c'est d'abord un lieu de culture. Je l'ai dit, c'était un des points importants pour lesquels nous nous sommes battus. Le faire inscrire et le faire reconnaître par les décideurs culturels et les décideurs politiques culturels comme un élément effectivement important. Donc ce sont des espaces didactiques, ce sont des espaces d'exposition, et on peut très aisément imaginer les nombreuses expositions qui seraient possibles d'organiser, tant en termes de l'histoire du repas français, la représentation des banquets dans la peinture du XVIIe. Je reviens toujours au Centre Pompidou, il faut dire que j'y ai travaillé à un moment donné. Il y avait une très belle exposition qui s'appelait Art et Pub, qui montrait tous les liens entre la publicité et l'ensemble de l'histoire de l'art. On peut aisément penser que Cuisine et Pub aurait aussi toute sa place, et de voir en quoi la cuisine a été aussi un foyer de mobilisation de l'innovation des publicitaires et des artistes. Des programmations d'exposition pluridisciplinaires, un centre de création d'innovation culinaire, donc le premier montrer aussi que nous sommes bien dans une volonté innovante. Des cités hors les murs, sortant du simple espace muséal pour aller au-devant aussi des publics et capter ces fameux nouveaux publics que tout le monde espère amener dans son escarcelle, et notamment dans son escarcelle soit touristique, soit plus immédiatement culturel. Le centre de ressources et de formation, c'est aussi quelque chose qui leur permettrait de rassembler. Il y a un déficit quand même en France sur une information
et une formation à ces métiers, leurs métiers dits de bouche. C'est vrai que ça concerne peut-être un petit peu moins ici, mais pourtant sont des éléments qui auront toute leur place. Vous verrez que la possibilité des activités dans ce centre, dans cette cité de la gastronomie sont extrêmement vastes. On parle aussi de l'Institut des mémoires des arts culinaires. En fait, ça, c'est inspiré d'un Institut de la mémoire de l'édition, qui est aussi de se dire ce patrimoine, il appartient effectivement à tout le monde, et tous les chefs gardent leur cahier de notes, leur expérimentation, les cahiers de recettes aussi plus vernaculaires des grands-mères. Ça doit être quelque part, et plutôt que de disparaître, ça pourrait être dans ce grand institut de la mémoire des arts culinaires. Centre de ressources, centre de formation, vraiment un lieu ouvert à tous, où même les associations doivent pouvoir y aller. Vous savez, toute cette importance de l'information transgénérationnelle, des uns donnant aux autres, des tables de la cité, de la possibilité d'avoir, pour des associations, de démonstration de leur pratique culinaire. Bref, un espace... Je vais aller un espace véritablement de culture, de formation et de développement aussi, de développement économique. Et le développement économique ne doit pas se contenter uniquement ou se consacrer uniquement à avoir un restaurant. Bien sûr qu'il y aura des restaurants, il pourrait y avoir des restaurants d'application dans ces espaces, et donc toutes sortes d'épices. C'est le principe un peu du marché que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais ça doit être aussi comme une façon de stimuler tout le tissu social et économique environnant. Donc c'est effectivement là où il doit y avoir la salle des banquets, c'est là où on peut avoir l'ensemble de librairies, des librairies ouvertes à toutes les publications. Différentes enseignes dédiées aux arts de la table, je vous dis, ça fait aussi également partie. Les offices du tourisme pourraient évidemment doivent avoir leur place là, et pouvoir irriguer comme ça l'ensemble du territoire français. En définitive, ce qui au début soulevait des sarcasmes et disaient c'est pas possible, ça ne verra jamais le jour. Ces cités de la gastronomie ont rencontré un tel succès que notre proposition d'en créer une s'est transformée en sorte de ce qui a été pris par les collectivités territoriales qui ont candidaté comme une émulation, une sorte de concours, alors que c'était pas l'esprit au départ, de créer donc 4 lieux, 4 cités de la gastronomie, et donc de les mettre à terme en réseau. Au fond, l'idée, le processus a été assez long, parce qu'il a démarré, il a démarré dès la reconnaissance de l'inscription par l'UNESCO, donc en novembre 2010. Il y a eu un appel à projet. De 2010 à 2012, on a accompagné un certain nombre de projets de villes, la ville de Tours, la ville de Dijon, la ville de Lyon, la ville de Paris, mais à Rungis, en s'associant aux abords de Rungis. La ville de Versailles également avait postulé, et la ville de Beaune. D'autres sont en cours de construction de dossiers, je pense à Montpellier par exemple, et chacune a pu mettre en lumière, parce qu'au fond une des spécificités aussi de la France, c'est ses particularités à la fois régionales et ses particularités culinaires. Tant et si bien qu'il nous a semblé que, et par ailleurs, mais ça c'est le revers de la médaille, malheureusement, aucune des candidatures ne répondait pleinement à nos exigences. Et au fond, ce beau bourg de la cuisine, avec une vraie vocation internationale, un bassin de population suffisamment important, n'apparaissait dans aucune des 6 candidatures. Et pour 2 d'entre elles, je dirais que le modèle économique proposé n'était pas suffisamment abouti, suffisamment fiable pour se dire on leur attribuera ce titre de cité de la gastronomie, si bien qu'aujourd'hui ni Versailles ni Beaune n'ont pu être retenus. Alors comment va fonctionner ces réseaux? Parce que chacune des villes, et donc là il y a effectivement le réseau, ça a été lancé en juin 2013. Là aussi, c'est pour ça tout à l'heure je parlais des 2 ministères, culture et agriculture. Les deux ont été
Les deux ont été associés sur ce sujet, et malgré nos appels, le représentant, le ministère du Tourisme n'avait pas souhaité accompagner notre démarche, mais on ne désespère pas de les associer plus tard. Oui, on peut peut-être passer voilà. Donc là, il y a effectivement la mise en réseau de 4 principales villes, tout ayant un pôle culturel, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, un pôle formation, information, centre de ressources, et ce pôle de développement économique. Compte tenu de la période particulièrement frugale en matière de financement que nous traversons, toutes les villes ont été très attentives au développement économique en tant que tel. Et toutes ont bien compris que une partie de la réalité de l'activité des cités de la gastronomie reposera aussi sur son activité économique. Donc ce ne sera pas uniquement la billetterie des expositions qui permettra de faire vivre des lieux qui sont quand même assez grands. Peut-être, quitte à revenir sur cette slide-là, on peut peut-être... Non, la suivante. Voilà, et peut-être on reprendra après. Non, c'est juste pour... Je ne sais pas si on va très très bien, mais les projets sont quand même assez... sont d'ampleur. Donc en haut à gauche, c'est une vue de Dijon. Il y a, je crois, de mémoire, il y a 8 hectares qui vont être aménagés. C'est l'ancien hôpital. L'ancien hôpital juste à l'entrée de Dijon. C'est l'hôpital général de Dijon. Un écoquartier va être construit en bordure, un aménagement d'une plateforme nautique également. Donc c'est tout un complexe de vie, d'habitat, de logement, de loisirs et d'activités économiques et culturelles qui est proposé à Dijon. Je commence par Dijon parce qu'il se trouve que c'est eux qui ont le calendrier le plus immédiat. Ils doivent normalement inaugurer en 2017 cette cité de la gastronomie, avec une magnifique chapelle qui deviendra, je vous le donne en mille, pour le kilomètre zéro des vins de Bourgogne, la chapelle de l'hôpital général et future cité de la gastronomie sera dédiée, elle sera une vinothèque. Donc le sang du Christ pourra probablement être partagé et apprécié par plein de visiteurs. À droite, en haut, c'est Lyon. Et là aussi, c'est chronologiquement, c'est dans la sortie. Là, ce sont les hospices. L'Hôtel Dieu, en fait, qui est en bord de Saône, à 2 pas de la place Bellecour. Là aussi, magnifique espace. C'est un ensemble de projets qui vont associer une activité culturelle, pédagogique, de services publics, comme je le disais, qui est sur lequel nous serons très, très attentifs à ce que ce soit bien développé, et évidemment un certain nombre aussi de galeries marchandes. Là, ils s'inspirent du marché couvert de Covent Garden à Londres, un hôtel aussi plutôt assez chic doit émerger, et là nous serons normalement en 2018. Éventuellement, on pourra en parler après un peu sur les modèles économiques qui sont proposés et le nombre de visiteurs, etc. Alors Tours avait un magnifique projet un petit peu, comment dire, assez ambitieux et un peu fou de construire, de faire le dernier pont construit sur la Loire, un peu à la façon du pont de Rio Alto qu'il y a à Florence, et donc un pont construit avec les commerces, avec les médiathèques, le centre d'information, et en définitive, ils ont opté pour quelque chose de peut-être un peu plus raisonnable, qui sera en bord de Loire, qui là aussi participe de l'aménagement urbain qui est assez intéressant. C'est une ville, en l'occurrence Tours, qui a toujours tourné le dos à la Loire, et qui donc là, à la faveur d'un certain nombre d'équipements culturels importants. Il y aura la fondation Olivier Debré, du nom du peintre du peintre tourangeau qui sera à côté, donc tout un ensemble d'équipements culturels qui évidemment vont créer une sorte de dynamique de visite et qui doivent permettre dans un univers, là c'est triplement reconnu par l'UNESCO, Tours. C'est à la fois évidemment les bords de Loire, le compagnonnage là récemment, et maintenant le repas gastronomique. Donc il va y avoir cet élément assez important, et plus près de nous, si je puis dire, aux abords
aux abords de Rungis, sur un territoire là aussi qui va faire, aux abords de Rungis, c'est-à-dire aux abords du marché de Rungis, et dans le cadre d'une stratégie d'implantation qui s'inscrit dans les développements du Grand Paris, l'implantation d'une cité de la gastronomie de 24 000 mètres carrés, et d'un aménagement d'ensemble avec là aussi logement, jardin, loisirs, sur tout ce périmètre. Là, l'horizon est un peu plus lointain, quoique ce sera en 2020. Mais finalement, il faut savoir que sur des grands projets comme ceux-là, parfois, 10 ans, ça paraît extrêmement court et on est plus pro des 15 ans ou des 20 ans. L'organisation, après la spécificité des uns pour pas que tout le monde fasse la même chose, a permis de développer, c'est ce sur quoi nous travaillons en fait maintenant, de mettre en place des spécificités pour chacun des pôles. Et au risque d'être un peu rapide, la Cité de la gastronomie à Dijon va avoir en charge plutôt tout ce qui aura trait, là peut-être qu'on peut venir effectivement précédemment, tac, tac. Je crois que c'est là, oui, tout ce qui aura trait au vin et à la vigne, nutrition, santé, ce sera dédié, ils seront moteurs dans les réflexions et dans l'animation, ce sera effectivement Lyon. À la fois relation avec l'ensemble de ce qui compose la culture, les arts à Rungis et le marché et tout ce qui est approvisionnement des grands centres urbains, dont toutes ces réflexions qui sont menées, et à Tours, du fait de l'origine de la démarche très scientifique, les sciences gastronomiques et tout ce qui sera plutôt dédié aux sciences humaines et au jardin. Tac, tac, tac. Là, voilà. Donc les cités de la gastronomie doivent devenir comme ça des pôles et des écrins dédiés à ce que tout le monde s'accorde à dire comme c'est un des atouts essentiels de la France. Peut-être que certains d'entre vous avaient pu voir certaines des interventions. Chaque année à Aix-en-Provence se tiennent les journées de l'économie. Et cette année, elles étaient ouvertes par l'ancien président de Saint-Gobain, Jean-Louis Beffa, et qui dit, justement, qui a texto, dit la France doit s'appuyer sur ses atouts, doit les faire fructifier, et parmi ceux-là, il y a évidemment notre art de vivre qui s'exprime par notre gastronomie, et cette gastronomie, de surcroît, a été reconnue à l'UNESCO. Donc, faisons en sorte de pouvoir avoir un effet multiplicateur de cette valorisation à la fois culturelle, de cette valeur culturelle ajoutée d'une certaine manière, et de faire fructifier, comme d'autres l'ont fait, de faire fructifier notre atout gastronomique sur la scène internationale et aussi en France. Donc, vous avez vu aussi évidemment que c'est un sujet dont tout le monde s'empare, la gastronomie. Aujourd'hui, on peut avoir maintenant presque des marronniers chaque année. On a évidemment le prix de l'immobilier, on a également qui sont les francs-maçons. Et là, il n'y a pas un magazine qui ne titre pas soit les produits de terroir, soit la gastronomie. Et le panel de ceux qui s'emparent des titres de la presse, qui s'emparent de ça, touche absolument tout. Je dirais Figaro, l'Express, et jusqu'aux inrecuptibles, il n'y a pas si longtemps, avec, peut-être l'avez-vous vu, avec aussi bien Yves Candebord et Joe Star à côté, disant combien une bonne bouffe, et au fond c'est ça un repas gastronomique, comment une bonne bouffe était important. Et au mois de novembre, juste dans un éditorial du directeur de Libération, donc on dit ça il est 10, cela qui au fond rejoint un peu notre timorité ou notre timidité à mettre en avant certains de nos atouts. Il dit étrange pays, la France. Et juste avant, il avait dit en plus le repas gastronomique des Français avait été reconnu à l'UNESCO. Étrange pays, la France, qui, à la différence des émergents de la gastronomie, là on pense aux pays scandinaves ou à l'Espagne essentiellement, qui promeuvent leur excellence et n'ont aucun état d'âme à penser la question en part de marché à conquérir, semble ne pas avoir compris que ces produits, ces producteurs, ces vins, ces recettes sont autant d'armes culturelles, ça nous on le sait, armes culturelles et économiques dans la bataille de la mondialisation. Donc oui, cet atout est important et il doit être un véritable levier. On l'a dit à la fois, je pense,
effectivement en termes d'implantation territoriale, mais au-delà de ça, et si on en reste pour l'instant, mon sens, trop aux mots et pas suffisamment à l'action, c'est ce qui est joliment appelé le soft power en bon français, ou le smart power, ou la diplomatie intelligente. Une illustration de cette diplomatie intelligente ou ce soft power, c'est évidemment notre gastronomie. En termes d'influence culturelle, et puis après, soyons clairs, la balance commerciale est excédentaire sur le vin et les spiritueux de 11 milliards, c'est l'équivalent de la vente de 140 Airbus ou de 100 lignes TGV. Donc ce sont des éléments aussi d'influence économique extrêmement importants. Là-dessus, peut-être vous pouvez noter qu'en 2015, se tiendra l'exposition universelle. La précédente avait lieu à Shanghai en 2011, et là, cette année, en 2015, ça dure 6 mois, de mai à octobre, Milan, et avec une thématique qui, évidemment, à la mission française et à tous ceux qui s'occupent aussi de la gastronomie, nous intéresse au plus haut point, puisque le thème, ce sera « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Donc il ne s'agira pas uniquement de faire la promotion ou de discuter de la présence ou pas des OGM et de comment nourrir 9 milliards d'humains en 2050, mais bel et bien aussi de se dire faisons fructifier, et espérons que le pavillon français sera à la hauteur à la fois de l'image que nous portons et de la reconnaissance dont elle a besoin. Oui, puis alors, bon, effectivement, tout le monde s'approprie comme ça ces traditions culinaires. Je sais pas, il y a Singapore Airlines, je crois aussi, qui vient de faire une série de publicités pour encourager les visites justement à Singapour, où c'était un goût de shopping, un goût de sérénité et un goût, je pense que le dernier était effectivement lié à la gastronomie, un peu comme Hong Kong Best Place, Best Taste, qui est proposé. Là-dessus, je vous livre juste une petite anecdote. Quelle heure il est, comment on fait ? Encore 5 minutes. Parfait. Alors oui, comme ça, le reste, on l'arrêtera. Une petite anecdote. Et vous pouvez la retrouver, je crois, dans la tribune aujourd'hui. Je vous parlais de Jack Lang tout à l'heure, précédemment. Il a écrit, semble-t-il, après au président d'Air France, parce qu'on lui a servi, mais comme à d'autres, et si certains d'entre vous sur Air France, c'est vrai que les plateaux repas ne sont vraiment pas très bons. On lui a servi un plateau repas qu'il a qualifié d'imbouffable. Il a écrit Alexandre de Juniac, le président d'Air France, qui malheureusement, dans ses services courriers, ont dû lui répondre automatiquement. Donc ça a vexé l'ancien ministre, qui a écrit, qui non seulement lui a dit, donc non seulement c'est dégueulasse dans vos avions, mais vous êtes un des ambassadeurs de la France à l'étranger, c'est totalement inacceptable. Et le fait est que, il me semble, et là-dessus, quand on voyage un tout petit peu, on voit sur d'autres compagnies aériennes que cette attention particulière qui est faite à proposer des repas en adéquation avec soit le niveau exigé de la compagnie aérienne, Singapore Airlines, la destination, ou d'autres, les voyages, et Dieu sait si la Grèce est en mauvaise posture en ce moment, l'attention est réelle à proposer des plats grecs, là en l'occurrence sur les compagnies aériennes grecques, avec en plus des petits spots publicitaires qui vantent la gastronomie, les gastronomies grecques, puisque là aussi, pour certains d'entre nous qui voyageons, on y va pour le soleil, mais on y va aussi parfois pour bien manger. Donc que Air France ne soit pas à la hauteur est un désastre qui est régulièrement souligné par l'ancien ministre de la Culture, et sur ce point, sur d'autres, je le rejoins et le soutiens. Voilà. Je vais conclure comme ça, à la fois sur cette anecdote et sur cette nécessité de mieux faire fructifier un certain nombre de nos atouts. Merci. Eh bien, merci, Monsieur Senner. Donc, y a-t-il on va commencer donc par quelques questions, sachant qu'il faut lâcher la salle dans 20 minutes. Y a-t-il des questions qui se lance? La première question est toujours la plus difficile. Alors, soit vous avez une voix qui porte, soit il faut venir ici.
je ne suis pas très étonné de l'absence du ministère du Tourisme là-dedans, puisque c'est presque rassurant, puisque dans les assises du tourisme, il n'y a même pas la gastronomie. J'ai trouvé que c'était absolument bon. Donc c'était une première remarque. Pour m'étonner que le ministère du Tourisme ne soit pas partie prenante, et j'aurais aimé connaître ces raisons, si vous les connaissez. Et puis en savoir peut-être un peu plus sur les critères économiques du choix des cités. Alors, d'un point de vue de la culture gastronomique, je ne vois pas effectivement d'opposition à voir Tours, Dijon, etc. Il manque quand même des villes comme Bordeaux ou Lille ou d'autres. Et je me disais, finalement, est-ce que certaines villes n'ont pas voulu du tout candidater? Je pense à Bordeaux notamment, vous ne l'avez pas cité, donc, alors qu'aujourd'hui Bordeaux a bien rénové sa ville, il y a des espaces superbes, etc. On aurait pu penser que là aussi il y a un challenge, parce que finalement Dijon va représenter l'aspect vitivinicole, ce qui est quand même un comble. Même si le Bourgogne s'exporte bien, mais... Et donc je me disais, quels étaient vos critères de sélection et pourquoi certaines villes n'avaient pas candidaté? Je ne sais pas si vous avez fait un appel d'offres, si elles l'ont refusé, ou... Voilà, c'était un petit peu mes questions. Non, alors, le ministère du Tourisme, je suis mal placé pour en parler, parce que, enfin, je suis bien placé pour en parler, mais je suis mal placé pour les comment dire, les défendre. Non, mais par ailleurs, il faut savoir qu'ils sont à l'initiative seuls de ce qui s'appelle la fête de la gastronomie, qui a lieu, si j'ai bien de mémoire, le 3e week-end de septembre chaque année, qui est censé être un moment aussi là, festif, célébrant partout en France notre culture gastronomique. Voilà, bon, si ça intéresse, je veux bien développer, mais ça risque d'être peut-être un tout petit peu polémique. Et autant l'initiative, lorsqu'elle est née, elle est née en fait au lendemain, mais vraiment, hein, donc je vous ai dit que c'est le 19 novembre l'inscription, et 2010, donc sous le précédent gouvernement, et le 3 décembre, alors que nous avions fait des propositions, nous avions rencontré le cabinet, on avait dit il faut qu'on travaille ensemble, etc., est annoncé de façon unilatérale cette fête de la gastronomie sans qu'on y soit associé, sans qu'on nous dise rien. Mais bon, ça fait partie, ce serait peut-être un peu naïf que de penser, c'est vrai qu'on a beaucoup bataillé, et si on pensait avoir le soutien des pouvoirs publics, en fait tout le monde est très attentif à ce que ça n'arrive pas trop vite, que ce soit bien encadré, qu'on ne fasse pas n'importe quoi même en direction de l'UNESCO. Après, c'est une partie de la politique, et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de paternité dans ce projet, qu'on ignorait à l'époque, mais qu'on découvre a posteriori. Voilà, ça en faisait partie. Maintenant, sur le réseau des cités de la gastronomie, alors le processus, la façon dont ça s'est passé, et puis après ce manque de représentativité de l'ensemble du territoire national, marin et ultramarin. Alors je vais être un peu démagogue. Notre objectif, c'est qu'il y ait... Alors aujourd'hui, il y a 22 régions métropolitaines, mais bientôt il n'y en aura plus que 10. Donc notre objectif, c'est qu'on ait 10 cités de la gastronomie en France. Et je suis d'accord avec vous, il manque le sud-ouest, le grand sud-ouest. Mais géographiquement, à la limite, c'est pas... il manque surtout, et peut-être qu'on va procéder par étapes, et je vous dirai aussi un mot de Bordeaux, la façon dont on a procédé. L'appel d'offres, ça n'a pas été un appel d'offres dans toutes les règles, c'est un appel à manifestation d'intérêt pour un projet. Hein, c'était vraiment... Donc se sont emparés de ce projet ceux qui en avaient entendu parler, ceux qui ont pensé que c'était une opportunité de développement habile pour la ville, et tous n'ont pas répondu. Je dis, il y a 6 villes qui ont répondu. Nous, on avait estimé qu'il était temps qu'on lance le projet et qu'on n'allait pas faire plus de publicité que ça, et que peut-être justement le fait d'en sélectionner certaines et pas d'autres allait créer suffisamment de stimulation ailleurs.
Donc, on lance cet appel à manifestation d'intérêt en novembre 2010. Et comme je vous l'ai dit, c'est né à Tours. Il faut savoir qu'on est très proche de Tours et de l'Institut de recherche, d'où vient la démarche dans sa dimension scientifique. C'est parti de Tours. Donc Tours s'approprie aussi ce projet. À la faveur du Grand Paris et là, à titre, non pas personnel, mais en tout cas la mission que je dirige milite, autant que faire se peut, et en tout cas plaide pour qu'il y ait l'émergence d'un cluster gastronomie dans le cadre du Grand Paris. Je pense que si c'était autour de Rungis, ça pourrait avoir du sens. Donc là, c'est une démarche aussi active de notre part pour solliciter les pouvoirs publics, et le précédent préfet Canepa souhaite aussi aller dans ce sens-là, préfet de région, aller dans ce sens-là. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, et je vous dirai pour les critères, aujourd'hui, notre objectif, il est que il y a des investissements qui sont quand même assez importants. C'est pour des villes, encore une fois, quand je parlais de frugalité budgétaire, c'est moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, on est plutôt à limiter les investissements. Vous me direz, 35 millions par rapport à un tramway, c'est pas grand-chose. Mais Tours a fait son tramway, Dijon a fait son tramway. Bon, voilà, 35 millions pour créer un équipement comme ça, un équipement culturel d'un genre nouveau qu'il faut inventer. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, parce qu'on n'est pas en train de créer, et je n'ai aucune... je soutiens la danse contemporaine lorsqu'il le faut, mais ce n'est pas une scène nationale dédiée à la danse contemporaine. Le produit et le modèle économique, qui est un des éléments et un des critères qui nous a occupés, doit permettre de faire en sorte que ce soit un équipement qui dégage, au contraire, des bénéfices, et dont le service public, la mission service public, puisse être assurée par les activités privées. Grosso modo, c'est le modèle économique qu'on a essayé de privilégier, et qui, partout, est proposé. Donc, aujourd'hui, on a un calendrier qui nous mène jusqu'en 2020. Rien n'interdit de stimuler et de suggérer des propositions, mais on sait d'abord consolider chacune des propositions, la faire émerger, en vérifier la faisabilité, la vie économique, et après, ou de façon concomitante, élargir et proposer à d'autres. Évidemment, je rêve qu'il y en ait à Strasbourg, Lille, Marseille, Toulouse. Alors, Bordeaux, enfin le Grand Ouest, Nantes ou d'autres villes comme Rennes, évidemment, ou Poitiers. Le cas de Bordeaux, il n'est pas particulier. Il nous avait sollicité au moment de la réflexion pour la Cité internationale du vin, qui va donc là, qui est bien avancée, et cette Cité internationale du vin, dont peut-être Jean-Robert Pitt vous dira également un mot lorsqu'il interviendra ici, puisqu'il est membre du conseil scientifique. Je ne pense pas trahir sa pensée en disant qu'il n'apprécie guère la proposition architecturale qui a été faite. Il l'aime pas. Mais il se trouve que voilà, ils avaient ce projet du vin. À un moment donné, ils ont mené cette réflexion de savoir est-ce qu'ils pouvaient faire non pas une cité du vin, mais une cité de la gastronomie, et donc intégrer notre circuit. Les choix ont été faits différemment, et on comprend assez bien que sur un territoire spécifique, ils vont valoriser le vin. Alors, après, moi, je ne veux surtout pas rentrer dans les guerres quasi tribalistes entre Bordeaux et Bourgogne, mais le fait est, et c'est toujours un petit peu difficile, c'est vrai, lorsque je parlais de la vinothèque à Dijon, c'est toujours un peu difficile de faire comprendre à des régions productrices de vin comme ça qu'il faudrait qu'il y ait une représentation de l'ensemble, parce que ce sera là aussi un plus incontestable que d'avoir la représentation de tout. Après, voilà, il faut discuter avec les... Donc ces quatre-là s'inscrivent, on est sur un schéma, effectivement, 2017-2020, sachant que pour Rungis, Paris-Rungis, un des enjeux sera évidemment la construction de la ligne M14 qui donc passe par la grande bibliothèque et qui doit être la ligne automatisée aujourd'hui, qui doit aller jusqu'à Orly. Or celle-là, je crois qu'elle est prévue que sur 2024,
Voilà, et il sera important qu'il y ait une station, et là aussi, autant que faire se peut, je milite pour qu'il y ait au sein de ce Cité de la Gastronomie, il y ait une station de métro Cité de la Gastronomie Rungis. Voilà. Et aussi les éléments de recherche de cluster. Mais le projet est très ambitieux, parfaitement dans les critères souhaités. Il est plus près de 65 millions, voire 80, disent certains. Mais il respecte l'ensemble. Les critères, ils étaient doubles. À la fois honorer de la meilleure façon l'inscription que nous avons obtenue auprès de l'UNESCO, c'est-à-dire avoir cette volonté donc aussi de valorisation du patrimoine culinaire, des cultures culinaires du monde, pas uniquement hexagonales. Que ce soit un lieu de diffusion d'information et de formation des métiers qui y sont associés, et qu'il soit viable, évidemment, et économiquement. Donc les projets économiques, les modèles économiques qui nous ont été proposés, évidemment, étaient à les stades de modèles. Donc maintenant, doivent être confrontés avec la réalité qui est généralement, en tout cas pour 2 d'entre eux, très, très clairement des partenariats publics-privés. Et autant le public, il est identifié et il est aussi limité dans ses capacités financières, autant le privé est en train de se faire maintenant. Mais c'est normal, je crois qu'on est dans les temps assez normal. Voilà, pour les critères, si je peux être aussi clair que possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'aurais une question en complément. Justement, vous parlez de partenariat public-privé. Et ces partenaires privés, est-ce qu'ils ont... Ils prennent, enfin, je veux dire, ils sont intéressés par le projet, ils le soutiennent. Est-ce qu'ils sont vraiment des parties prenantes, aussi des forces de proposition? Alors aujourd'hui, ils interviennent essentiellement sur la construction du bâtiment et son aménagement. Donc on voit bien de quel type de partenariat auquel on fait référence. Eiffage est le partenaire de la Cité de la Gastronomie à Lyon. Donc voilà, ça c'est des discussions, et Eiffage, et je ne les connais pas tous, c'est probablement très, très performant dans ses compétences de constructeur et autres. Il n'est pas pour autant philanthrope, et donc le modèle économique suppose que nous continuions d'exiger une orientation qui est une orientation aussi culturelle, forte, et avec des exigences de présentation de produits que les restaurants comme les halles des trésors gastronomiques ne laissent pas entrer tout et n'importe quoi. Donc nous, on a défini un cahier des charges. Alors pour l'instant, on est plus sur des discussions aimables. Peut-être que le moment venu, ce sera peut-être un petit peu plus dur. Maintenant de dire, ou peut-être pas maintenant, force de proposition, à ce stade, on est à un niveau, je dirais, quasi comptable aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? 2020, c'était un horizon pour vous? Pour nous aussi. Oui, mais ils sont jeunes. Non? Sylvain, tu as encore une question? Mais 2020 se prépare maintenant. Enfin, la Cité de la Gastronomie, que ce soit à Dijon, à Lyon, à Paris-Rungis ou à Tours, et ça aussi, c'est un des éléments pour lequel je plaide, c'est qu'il faut qu'elle existe maintenant. Il faut que le hors-les-murs n'attendra pas que les murs soient construits. Il faut qu'elle vive maintenant. Ça, c'est d'autres... Alors moi, j'aurais simplement aimé savoir quelles étaient vos relations et l'implication des syndicats professionnels, je pense à la FNSEA par exemple, ou à d'autres organismes, l'UMI par exemple, dans ces projets de cité de la gastronomie. Et plus généralement, disons, on les a bien vus œuvrer pour la reconnaissance de la gastronomie, mais ensuite, de quelle manière s'impliquent-ils dans ces projets, syndicats professionnels et autres, bien entendu? Alors, la mobilisation, elle a été forte sur le principe de création de ces établissements publics, des établissements culturels, établissements culturels dédiés aux cultures culinaires. Et la force de ces syndicats, c'est aussi d'avoir des antennes régionales. Donc maintenant, elles sont présentes dans tous les comités d'organisation, de préfiguration
au niveau de chacune des quatre cités de la gastronomie. Là, vous citez, moi je pense qu'il faut aussi citer un certain nombre de... Le tissu associatif en France dans ce domaine est extrêmement fort, influent et performant. Pas uniquement syndical, il l'est aussi, mais la mobilisation, et quand je disais en aparté, là, ce qui est important, c'est que le projet vive avant qu'il ne soit qu'il n'éclose complètement. Là, ce sont les associations sur place qui le portent et les relais qui l'ont. Et c'est vrai que on s'appuie beaucoup sur elle. Après, la fédération des charcutiers traiteurs suit ces projets. Les différents syndicats, il n'y a pas que la FNSEA, on le savait, les différents syndicats du monde agricole sont associés. Soit ils interviennent. Tout ça est en train de se construire dans les... La plupart des cités sont en train de créer leur association de préfiguration, dans laquelle l'ensemble de ce vaste monde qui est autour de la gastronomie s'implique. Donc oui, ils y sont. Après, pour l'UMI, un des membres fondateurs de la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires n'est autre que M. André Daguin. Donc nous avions suivi avec l'UMI. Mais voilà, après, il y en a effectivement d'autres. J'ai une dernière question. Est-ce que dans ces projets qui sont tout à fait passionnants, est-ce que vous avez ou est-ce que les territoires ont engagé une évaluation des retombées directes et surtout indirectes pour le territoire, pour l'économie locale de ces cités? Il y a des études de Alors, Dijon et encore une fois, je le cite volontiers parce qu'ils se sont engagés à inaugurer en 2017 leurs bâtiments et leur équipement ont fait ces analyses. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais notamment en termes d'emploi. D'emplois évidemment directs et indirects, et à l'échelle d'une ville comme Dijon, c'est effectivement conséquent. Après, moi, j'avoue que j'ai eu une certaine surprise dans l'appréhension des chiffres. Chacun était dans des évaluations extrêmement, des prospectives extrêmement modestes. De nombre de visiteurs qui sont en deçà de toute la fréquentation qu'on peut avoir de lieux culturels à Paris. Mais nous sommes dans un autre univers. Mais moi, j'aurais tendance à faire le pari qu'il ne s'agit pas de baser la fréquentation de la Cité de la Gastronomie à Lyon sur la fréquentation du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Je pense que l'équivalent, il n'est pas là. L'équivalent, il serait plutôt sur, soyons là un peu excessifs, sur le Futuroscope. Ou sur des parcs à thème dans ce sens. Donc c'est là où je disais qu'il faut inventer, parce que ce ne sera ni un parc à thème, ni un musée traditionnel. Voilà. Mais en tout cas, oui, Dijon, ces chiffres et ces évaluations et en termes de retombées, en tout cas en termes d'emploi, ça c'était clairement vu. Oui. Et le point d'équilibre atteint dans le modèle économique, compte tenu des investissements également. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou de remarques? Non. Est-ce que vous allez exporter le concept? C'est ma dernière question. J'ai entendu Chine, non? Vous personne n'a dit en Chine? La Chine envisage de construire une cité de la gastronomie, donc ce serait bien, oui, pourquoi pas. Et c'est un concept exporté ou c'est un copiage? Non. Alors, vous avez labellisé, vous vendez votre expertise? Alors déjà, on va essayer de la bien stabiliser en France. Non, mais oui, le principe, c'est effectivement, ce serait... non, je pense que moi, on tâchera de suggérer un certain nombre de pays, et à la faveur, pour l'instant, on suggère à un certain nombre de pays de s'emparer de la Convention du patrimoine culturel et immatériel, de mettre en place un certain nombre de mesures de sauvegarde, et parmi ces mesures de sauvegarde, nous encourageons vivement à créer des établissements dédiés. Oui. Et après, je ne pense pas qu'on puisse plaquer comme ça, ex nihilo, une cité de la gastronomie à Shanghai. Voilà. En revanche, il y a peut-être d'autres territoires plus proches de nous sur lesquels on pourrait travailler. On parlait
avant que ça ne commence du Québec. Je crois qu'au-delà de ça, il y a aussi un appel. Mais les cultures sont là aussi différentes, et notamment la force du privé est plus importante. Et il semblerait qu'aux alentours de Montréal, il y ait la possibilité de créer une cité de la gastronomie avec des fonds exclusivement privés. Oui. Et les chefs étoilés, ils ont un avis, un rôle à jouer sur ce projet? Alors là, oui. Alors, en tout cas, pareil, dans la campagne de mobilisation que l'on avait initiée, tous les chefs étoilés avaient signé une pétition en faveur de la création d'un tel établissement. Aujourd'hui, ils vont naturellement continuer, mais comme je le disais, il faut qu'ils interviennent, non pas pour créer exclusivement un restaurant sur place, mais qui soit aussi ce qu'on attend d'eux lorsqu'ils ont le temps. C'est des forces beaucoup sont impliqués dans la gestion, management de leur entreprise, de leur restaurant, et beaucoup sont impliqués aussi dans d'autres domaines. Je pense à certains que vous connaissez peut-être, Olivier Rollinger, par exemple, qui n'exerce plus à Cancale, mais qui continue d'être très, très actif. Lui, il sera attentif à ce que chaque lieu soit aussi un creuset pour les autres pratiques culinaires dans le monde. Donc lui, il va s'impliquer dans ce domaine-là. Un autre chef qui s'appelle Régis Marcon, qui est à Saint-Benoît-du-Froid, au-dessus de Lyon, se mobilise pour que les expertises en matière de formation et les expériences faites en matière de formation professionnelle tout au long de la vie dans les métiers de bouche puissent être analysées et répercutées ailleurs. Donc lui, il est assez proche de la candidature lyonnaise, il l'avait soutenu, lorsqu'on avait fait l'audition, il était venu, mais il a comme ça cette volonté de favoriser les espaces de lisibilité de la formation au métier de bouche, formation, comme je vous le disais, tout au long de la vie, et puis formation plus ponctuelle. Donc oui, au cas par cas, il s'associe. Par ailleurs, c'est vrai que c'est quand même relativement dur de fédérer des personnalités aussi fortes sur un seul projet. Donc quand nous étions arrivés, il faut évidemment continuer. Il n'y a pas le syndicat de la haute couture des chefs étoilés. Ça n'existe pas. Il y a certains groupes se sont réunis, le Collège culinaire de France, où il y a la plupart des chefs 3 étoilés, c'est à l'initiative d'Alain Ducasse et de Joël Robuchon, mais on le retrouve à peu près tous. Donc oui, mais un peu la manière des syndicats professionnels, des associations, chacun s'investit un peu aussi sur son territoire. Donc est présent. L'association des Toques Blanches à Lyon était très présente dans la candidature et est très présent aussi dans l'évolution du projet. Mais moi, à mon sens, et les MOF, les meilleurs ouvriers de France, le sont aussi. Et dans tous les métiers, charcuterie, art de la table, sommellerie, service en salle. Et de la même manière que l'inscription n'était pas uniquement le fait exclusivement des chefs étoilés, c'est l'ensemble des acteurs qui doivent être associés. Incontestablement, le fait d'avoir des chefs étoilés avec soi, ça donne un peu plus de visibilité et de force au projet. Donc oui, on fait en sorte qu'ils soient toujours sensibilisés et qu'ils agissent. Ok, je crois que l'heure tourne. Donc, nous vous remercions beaucoup, Monsieur Pierre Saner, parce que ça nous a mis en appétit, en fait. Oui, c'est ça. Ça doit être l'heure. Merci.